Bonjour à vous tous, ravi d'être ici. Merci à vous de vous joindre à moi. Nous avons énormément de choses dont nous voudrons parler, donc nous allons commencer. Je m'appelle Jenica Firth et je suis la directrice de Global Health Impact à Cannes SFE. Je suis extrêmement reconnaissante que nous ayons des centaines de personnes qui se sont inscrites, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Et je suis extrêmement reconnaissante que vous ayez pris le temps cet après-midi de nous écouter. J'habite dans l'Ottawa, dans le pays il y a moins de 100 jours. J'ai emménagé dans l'Ottawa après une douzaine d'années où j'habite et déménager justement pendant cette période difficile, eh bien, m'a démontré que j'ai été extrêmement privilégiée, que j'ai pu déménager librement et j'ai pu retourner dans le pays où j'ai grandi, où j'ai ma famille. Donc, je suis extrêmement reconnaissante des gardiens de notre terre et de me permettre. Alors maintenant, en ce qui concerne notre ordre du jour, eh bien, je vais vous parler. Donc, nous allons donc avoir des remarques d'ouverture de Dr. Hélène Scott, qui est notre directrice générale ici à Ken SFE. Ensuite, eh bien, nous aurons donc des commentaires des Affaires mondiales Canada. Ensuite, nous aurons les conclusions du rapport. Il y en a plusieurs. Je suis extrêmement reconnaissante du fait que nous ayons deux collègues, Dr. Thies Germa, et qui vont justement et Dr. Jane Bernard qui, bien sûr, font partie de cette réunion, qui nous parleront et qui nous donneront des suggestions et nous parlerons aussi eh bien, de ce que le rapport traite. Alors, nous allons commencer dès à présent. Je vais commencer en passant la parole à vous, Hélène. Merci, Jessica. Bienvenue à Toulon. Et au nom de l'équipe et du conseil des directeurs, eh bien, j'aimerais bien vous dire que nous sommes reconnaissants du fait que vous nous avez rejoints. Nous avons effectivement vécu un événement très différent et comme nous avons vu par le fait que nous nous connectons avec vous cet après-midi, montre que le monde est différent aujourd'hui. Cela a affecté donc les communautés et différents secteurs à différents niveaux et nous avons énormément à apprendre, essayer de comprendre comment la pandémie a affecté les membres et les personnes dans le monde entier et comment cela a affecté les communautés. Heureusement, grâce à la force de notre adhésion, eh bien, c'est connecté à plus de 100 organisations canadiennes pour justement comprendre comment la COVID-19 a affecté leur travail. Ils nous ont parlé de leurs préoccupations. On a appris effectivement quelle était leur réponse pour documenter leurs recommandations. Et pour utiliser ces informations, on voulait effectivement en connaître la portée. Nous avons reçu toutes sortes d'informations. En se connectant, plus de 100 organisations. Et en plus, nous avons en plus de sondages en ligne, nous avons décidé d'avoir différentes personnes pour essayer de se plonger un peu plus sur les priorités, les enseignements tirés et les recommandations. Nous avons su aussi toutes sortes de dialogues que nous avons fait en ligne avec un partage de nos expériences. Donc, merci pour tout ça. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous dire ce que nous avons vu. Nous avons aussi différents chefs de file dans ce secteur qui vont partager leurs conclusions et commencer un dialogue avec ce que vous avez trouvé sur les apprentissages qui ont été tirés et sur ce que nous devrions faire à l'avenir. Donc, avant même de passer la parole à notre premier intervenant, eh bien, j'aimerais bien remercier toutes les personnes donc, qui nous ont aidés sur ce projet du début jusqu'à la fin. Et tout d'abord, bien sûr, organisation membre qui m'étonne toujours avec l'engagement de CAN SFE, avec le travail que nous faisons. Merci. Merci pour votre générosité et pour le travail du personnel de KNSFE qui a fait la recherche, les entretiens, la production et plus, et la technologie, euh, euh, ainsi que l'impact qui a été créé. Donc, merci à vous tous.
Donc, et pour continuer, donc tout le travail et les membres. Donc, je m'excuse hein, pour le bruit de moteur. Ça fait partie du fait que l'on travaille de la maison, malheureusement. Alors, une des conclusions clés, et c'est que les Affaires globales Canada, eh bien, a étudié ce qui s'est passé depuis les 100 derniers jours avec les différentes organisations. Et le travail a été impressionnant d'avoir justement cette conversation et la compassion et de parler d'affaires internationales pour parler du travail que nous faisions. euh, et dès le départ, dans les communautés avec lesquelles nous avons travaillé, ça a été une opportunité hors pair de travailler avec Jean-Bernard Vardel, qui est en fait en charge donc du partenariat donc canadien pour le renforcement social et de la santé, en partenariat avec la filiale d'innovation et en développement. Ravi de vous avoir avec nous. Jean-Bernard, à vous la parole. Jean-Bernard Parenteau. Bonjour à Julia et à toute l'équipe à Ken SFE. Merci de m'avoir invité. Plus particulièrement mes remerciements sur le groupe de mesures. Jessica, vous avez vraiment travaillé assidûment depuis les 100 derniers jours de la pandémie. Euh, et donc, je pense que eh bien, c'est vrai qu'on voit ce que c'est 100 jours et nous avons en fait commencé à travailler de la maison il y a déjà plus d'une centaine de jours. J'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ma famille et moi-même avons créé ça donc pour tous les jours que nous avons passé ici à la maison. Nous avons rajouté un anneau et nous, en fait, eh bien, nous, quand ce sera terminé, nous commencerons une nouvelle phase, mais nous garderons cette guirlande pour la mettre sur notre arbre de Noël. Donc, merci à l'équipe. Une chose que je voudrais souligner dès le début, c'est à quel point les webinaires hebdomadaires organisés par CanSFE ont servi de plateforme vraiment précieuse. On les a suivis de près. Puis en particulier dans les derniers mois, dans cette période de pandémie, je pense que ça a été utile pour tout le monde, pour réunir les partenaires en santé, partager les meilleures pratiques, ce qui a fait qu'on a pu, je pense, ensemble, continuer à améliorer notre réponse et avoir une réponse beaucoup plus cohérente aussi à la crise. Qui ont travaillé diligemment pour, pour dire, pour les services qui ont été faits et avoir cette réponse et ce travail continue et continuera dans les prochains mois et même au-delà. Donc, quelque chose que j'aimerais bien noter, c'est quand nous savons tous et nous reconnaissons comment la pandémie peut exacerber les inégalités, renverser les progrès que nous avons faits depuis les dernières années, donc surtout sur les femmes et les enfants. Donc, nous sommes déjà, font partie des les plus vulnérables et, avec l'émergence des cas, donc avec les travailleurs et les volontaires qui se trouvent sur les lignes. Donc, plusieurs de ces organisations peuvent témoigner justement de ces défis. C'est assez important pour nous aussi de documenter, partager, comprendre les leçons, les obstacles, les défis rencontrés aussi pour être encore plus réactifs et puis agiles dans nos réponses, dans notre programmation collective. Je pense que ceux d'entre vous qui avez eu l'occasion d'interagir avec la ministre Gould ont pu sentir aussi cette curiosité et cet appétit de sa part pour avoir ce genre d'informations-là. Et je peux vous assurer aussi que beaucoup de choses sont en marche pour utiliser cette information-là. Donc, Jessica va partager avec nous le contenu du rapport des 100 premiers jours, va nous donner un aperçu des lacunes en matière de données, les recommandations pour l'avenir. Et il y a toutes sortes d'informations et de documents
La première chose, eh bien, la gestion d'informations et de l'assistance, justement. C'est quelque chose que nous faisons au Canada et c'est quelque chose qui montre qu'effectivement c'est un défi dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Euh, Et, et ce qui est étonnant avec les cas que nous avons étudiés, je pense que c'est essentiel de prendre ces informations et je sais que plusieurs de vos organisations sont actives et eh bien, ce qui est important, c'est justement de travailler avec ces groupes. Donc, je peux vous assurer que nous allons regarder minutieusement les recommandations du rapport et il va falloir que je sorte cette discussion, mais ma collègue, eh bien, écoutera donc l'enregistrement qui sera disponible. Euh, nous, cette semaine, eh bien, nous aurons un événement où nous allons remercier notre personnel et il faut absolument que j'y participe. Je suis sûre que vous comprenez effectivement de quoi je parle, surtout pour des gens qui ont travaillé assidûment déjà depuis les 100 derniers jours. Et je suis extrêmement reconnaissante de votre patience. Et ma collègue Tania, eh bien, restera. Donc maintenant, eh bien, je vais repasser la parole à Jessica. Merci. Donc, et je vais vous dire que, en fait, je me suis entraînée et j'ai eu du mal pour vous faire la présentation. Il y a tellement de choses qui trouvent dans cette présentation. Donc, je vais essayer de trouver des points saillants. Et bien sûr, eh bien, nous essaierons de rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant même d'aller plus loin, j'aimerais bien vous dire pourquoi on se concentre sur les données. Eh bien, pourquoi et comme on vous l'a dit, eh bien, Ken SFA voulait vraiment documenter les apprentissages qui ont été tirés au fur et à mesure qu'ils se déroulaient en réponse à la COVID. Donc, nous avons eu une conversation avec les différents adhérents et les différents secteurs. Et en fait, nous avons eu une crise, c'était la réponse à la crise vraiment. Et au fur et à mesure que l'on parlait de la COVID-19, eh bien, il a été clair qu'il y a eu des défis particuliers qui ressortaient, qui en fait revenaient aux données, à la recherche, aux technologies et autres. Et donc, nous avons décidé avec tout le travail qui a été fait, ce que l'on voulait faire, c'est en fait se concentrer là-dessus, hein, les implications. Donc, qu'est-ce que font les gens pour répondre à cela? Et pourquoi 100 jours? C'est une question. Eh bien, c'est le titre, en fait, et en fait, c'est parce que l'on part à partir du 11 mars. C'est là où l'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une pandémie. Hein. Nous savons que ce rapport est un moment dans le temps. La COVID change tout le temps, hein, et d'un soutien qui n'est plus d'actualité simplement parce que nous n'avons pas, nous venons de terminer lundi et aujourd'hui nous sommes mercredi. Les choses ont déjà changé. L'objectif n'est pas en fait d'avoir le résumé le plus précis, mais plutôt documenter un process au fur et à mesure qu'il se produit et mieux comprendre ce que l'on savait quand nous le savions et ce que l'on a fait avec les informations et ce que cela nous dit au sujet de la COVID-19. Alors, pour clarifier 100 jours, eh bien, c'est-à-dire, on parle du 19 juin et à partir de ce moment-là, nous allons faire passer ce rapport et nous mettrons à disposition, donc c'est si vous voulez juste un aperçu aujourd'hui de voir ce dont nous allons parler. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, la façon dont les données ont été récupérées, plus de 102 organisations et plusieurs personnels de ces organisations ont contribué à toutes de différentes façons. Et nous avons décidé de structurer le rapport un peu comme un calendrier. Hein. Donc, à partir du 11 mars, donc, il y a eu une annonce à ce moment-là et la façon dont on a répondu à ça,
eh bien, a été extrêmement nous aide à comprendre là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a trois sections. La première section, et nous allons passer à l'autre diapositive, c'est en fait qu'est-ce qui se passait avant la COVID-19. C'est là où nous avons eu l'opportunité de demander aux organisations le degré auquel, eh bien, en fait, à partir de d'où ils arrivaient à prendre, essayer de, d'utiliser les leçons ou les apprentissages qu'ils avaient tirés. Et dans certaines organisations, eh bien, souvent, ils utilisaient des expériences qu'ils avaient eues, notamment avec l'Ebola, le virus Zika, HIV, et, et- et ainsi que différentes maladies infectieuses dans un contexte particulier. Dans certains cas, eh bien, ils ont créé certains outils, des outils de sondage notamment. Ils ont établi des programmes de formation pour le personnel, ils ont utilisé, les ont modifiés pour la COVID. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qu'on a entendu, eh bien, c'est que dans la plupart des cas, l'élément unique de la COVID-19 a fait que les organisations eh bien, se sont dit qu'en fait c'était quelque chose de nouveau et qu'il fallait vraiment créer des choses nouvelles pour répondre à cette pandémie. Nous avons entendu plusieurs personnes qui nous ont parlé en fait des défis persistants, mais à cause du temps limité que nous avons, eh bien, j'aimerais bien maintenant passer l'autre diapositive où en fait nous parlons de la réalité actuelle. C'est la deuxième partie donc. Donc, nous avons dit que avec les apprentissages que nous avons tirés, eh bien, qu'est-ce qui fait que la COVID-19 est unique et différente par rapport à ce que vous avez vécu auparavant? Nous avons une douzaine de réponses à cette question et j'aimerais bien en mettre en relief trois. Une d'entre elles, et en fait, il n'y a pas eu de problème. C'est quelque chose qui, en fait, a commencé pour moi à m'aider à comprendre les implications de la COVID-19 lorsque j'ai entendu les gens en parler davantage. En fait, donc l'impact sur les organisations de travailler librement avec nos partenaires locaux, à se déplacer librement, à se rassembler et à être capable d'accéder des informations qui auraient été peut-être écrites à la main ou dans différents hôpitaux, eh bien, ça, c'est effectivement un des défis qui a été le plus important. Et il y a toutes sortes de questions en termes de validité des données, accès aux données, jusque risque de téléchargement ou par les personnes qui peut-être avaient le risque de se rassembler ou d'adopter des stratégies de rassemblement pour rassembler les informations. Nous savons que plusieurs organisations canadiennes nous ont dit qu'ils ont mis en œuvre des moratoriums pour le personnel donc étranger jusqu'à décembre 2020 et peut aller jusqu'à juin 2021. Donc, ce sont les défis, la surveillance, les audits de données et la responsabilité. Donc, c'est quelque chose qui a été affecté. Deuxième chose, eh bien, question autour de l'engagement national. Et je pense que une des choses que nous avons réalisées, la nature de la COVID-19, c'est que plusieurs organisations canadiennes, eh bien, ont vu que leur travail national a été affecté en réponse à la COVID-19 avec ou sans une réponse globale. Donc, quelquefois, en fonction de là où ils travaillent, avec les défis qu'ils avaient, ils ont répondu de façon internationale pour offrir un soutien aux Canadiens. Et pour certaines organisations, eh bien, c'était la première fois qu'ils avaient fait, première fois qu'ils ont fait autant de travail au niveau national. Hein. Donc, ça a été une réorientation pour beaucoup d'entre eux. Troisième point, c'est changer les partenariats des bailleurs de fonds. Nous avons entendu dire de plusieurs organisations qu'ils ont eu ils ont eu de bonnes rencontres avec des bailleurs de fonds au Canada et d'autres endroits. Certaines personnes ont dit qu'ils ont eu une souplesse hors pair, surtout sur les stratégies pour montrer cet engagement, cette transparence, l'accessibilité
et nous avons documenté ça dans notre rapport et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder voir et étudier quelles sont ces pratiques et ce que cela veut dire par la suite. Même si effectivement ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important dans le rapport, ensuite, eh bien, en fait, qu'est-ce que font les personnes? Ce que on ne voulait pas, en fait, on ne voulait pas mettre ça comme étant le pilier, parce que nous savons que le climat change en permanence, et dans ces 100 premiers jours, ce que ont fait ces personnes et les trois grands programmes, numéro un, est était en fait l'hygiène et sanitation de l'eau, un programme, donc messagerie, communication de messages, campagne, donc cette connaissance de ce deuxième chose qu'on appelle le renforcement des systèmes et formation du personnel de la santé. Et c'est là où il y a eu toutes sortes de questions sur l'équipement protecteur ainsi que des défis avec la chaîne d'approvisionnement, mais plusieurs personnes se sont concentrées là-dessus pour voir comment nous pouvons aider les systèmes de surveillance dans les systèmes qui ont des soucis et ensuite sur programme sur les enfants. Et je pense que cela, justement, en fait, le fait que plusieurs organisations, eh bien, essayaient de pivoter, essayer de changer ce qu'ils faisaient pour offrir donc des soins aux familles. Nous avons vu aussi toutes sortes d'autres programmes et d'ailleurs, on en parle en détail dans notre rapport, mais on parlait de la sécurité de l'alimentation et en fait, des programmes de crédit-cash, soutien économique pour soutenir notamment la production de liquide pour se nettoyer les mains, par exemple, et des programmes contre les violences contre certains gens par le biais de centres avec des programmes qui s'occupait de ce type de choses, ainsi que plusieurs autres programmes. Donc maintenant, eh bien, je vais vous donner juste quelques chiffres qui sont intéressants avant même de continuer avec les données. Donc, lorsque nous avons fait ce sondage, 86% des personnes qui ont répondu ont dit qu'ils répondaient à la COVID-19 et plusieurs d'entre eux travaillaient dessus actuellement. Donc, nous avons vu que c'était quelque chose qui était important et qu'il y avait différentes organisations qui étaient mobilisées. Mais d'où vient l'argent pour faire ce travail, hein? Surtout pendant les 100 premiers jours, la majorité, 80%, en fait, c'était des fonds qui ont été réattribués donc à cette cause. Ensuite, eh bien, nous avons donc mis en relief que les organisations répondent en partenariat, et ça, c'était une grande partie de leur travail. 85% donc travaillent avec d'autres organisations et eh bien, nous avons elles collaboraient avec plus de 100 partenaires internationaux, de 74 pays et dans 12 régions. Donc, lorsque nous faisons ça, eh bien, nous avions Haïti, Kenya, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie et Canada au niveau national. Nous avons produit les images sur cette diapositive est une carte sur Project Explorer que nous rajoute et pour voir où se trouvent les personnes. Et nous allons continuer à ajouter à ça avec les détails sur les programmes au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles. Donc, avec tout cela, eh bien, nous avons invité des organisations pour nous parler davantage des impacts, hein, sur leur travail. Et nous avons essayé de, en fait, créer 4 catégories principales. euh, et ouais, c'est la bonne diapositive. Voilà les catégories de ce qui a été exacerbé, ce qui a empiré, ce qui n'est plus pertinent, ce qui est constant et ce qui change. Alors maintenant, j'aimerais bien mettre en lieu certains points en ce qui concerne ce qui a été exacerbé, hein. Eh bien, des choses dont on a entendu parler, c'est en fait une difficulté à recueillir les données, surtout des données principales, ainsi que, en fait, d'utiliser des données secondaires. On ne peut pas les recueillir de la même façon.
et à cause de ces restrictions en termes de voyage, d'être ensemble, bien les organisations disent que à l'avenir, eh bien la méthode de collecte de données sera même cela ne change pas que dans plusieurs contextes, les données secondaires, eh bien montrent en fait que c'est applicable. Euh, et c'est ce que j'essaye de voir. Donc, ici, eh bien, ça va être un défi auquel il va falloir faire pause et cela crée donc d'autres défis. Ensuite, nous savons ce qui est pas pertinent dans ce contexte pour dire en fait qu'est-ce qui a changé pour essayer de repenser le tout. Et une des choses que nous avons entendues, surtout des collègues universitaires, c'est que plusieurs de leur ordre du jour de recherche et ce n'est pour dire que les besoins ont changé, ce n'est pas ça, mais plusieurs de ces programmes et ces ordres du jour de recherche se fient sur des process de méthode de collecte ou accès à certaines choses qui ne sont plus disponibles. Donc, il faut que ce soit repensé et au fur et à mesure que nous voyons que les personnes, eh bien, voient en fait, ce à quoi ressemblera le nouveau normal. Nous savons que la COVID-19 a influencé les comportements de santé dans les communautés dans lesquelles nous travaillons à toutes sortes de niveaux. Donc, nous devons nous assurer que tout ordre du jour de recherche, eh bien, vont pouvoir retirer des organisations pour utiliser, donc retravailler sur les priorités dans ce contexte. Ensuite, qu'est-ce qui est cohérent? Eh bien, aucune surprise pour vous sur cet appel. Le COVID-19 n'est pas la seule crise. J'ai entendu un mot. En fait, c'est l'effet domino. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le COVID-19, eh bien, nous avons vu cet effet. Je pense que c'est en partie, justement, dans plusieurs endroits dans le monde, ce sont des mesures donc, qui ont été prises à différents moments. Euh, donc, en fait, en fonction de donc infection, de maladies infectieuses et ainsi que différents éléments concernant la santé de certaines personnes en ce qui concerne taux de pauvreté, insécurité ou en fait violence, augmentation du taux de violence envers certains genres ou d'autres maladies infectieuses. Ah, et ça, eh bien, cela met en relief pour les organisations canadiennes de bonnes données et cela, elles sont nécessaires avant une crise. Donc, même si les organisations essayent d'en récupérer et de donner donc des outils à leurs partenaires, eh bien, le fait que c'est difficile de le faire pendant la pandémie. Et cela nous rappelle encore une fois qu'on doit effectivement examiner ces systèmes avant même que la crise éclate pour apprendre cette leçon et ne pas la réapprendre à chaque fois. Et ensuite, il va falloir voir donc, et apprendre en ce qui concerne le confort, donc l'ambiguïté. C'est important et je veux dire, en fait, il y a énormément de choses que l'on ne sait pas exactement aujourd'hui, mais on ne veut pas que cela nous fasse que l'on prenne des mesures. Nous savons aussi que les organisations en ont besoin, mais aussi qu'elles commencent à être un peu plus à l'aise avec l'ambiguïté. Et on veut voir plus de stratégies sur l'atténuation des risques et comment utiliser des estimations et utiliser plusieurs sources de données, ce genre de choses. Parce que ça serait difficile de maintenir donc nos normes méthodologiques dans le contexte actuel. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire par rapport à l'avenir? Nous avons dans cette prochaine section du rapport le au-delà du 100 jours. Voilà. Alors, nous avons certainement un héritage des répercussions de la COVID-19 et les organisations sont généralement unies et on doit bien sûr réfléchir créativement, mais aussi concrètement. Et ce qu'on a reçu comme commentaire c'est divisé en 4 catégories. Quels sont les défis auxquels on fait face? Quelles sont les priorités? Quelles sont les questions?
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et quelles sont les recommandations qui doivent devenir tangibles. Je vais vous donner quelques faits saillants et ensuite on va passer à la discussion. Et voilà. Alors, voici mes quelques dernières réflexions. Celle-ci ressortait très fortement. Les organisations doivent uniformément appeler à ce qu'on se concentre sur la santé, les femmes et les filles, surtout en termes de droits sexuels et génésiques. On ne veut pas prendre du recul, ou plutôt reculer, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a déjà gagné. Ça leur revient encore et encore. On veut bien sûr aussi s'investir dans le renforcement des systèmes de santé. On a entendu beaucoup de gens parler d'une régression par rapport à des mesures liées aux résultats seulement. On veut peut-être que les mesures soient différentes. Par exemple, mesurer l'habilitation, même si cela, j'en conviens, est bien difficile. Mais bref, on ne veut pas régresser dans tous ces gains. Un autre point, nous avons bien sûr de la difficulté avec les données ventilées par âge et par sexe. C'est déjà un problème bien documenté et les organisations nous disent que même si on a encore de la difficulté avec la ventilation des données, on ne peut pas laisser ça nous ralentir, particulièrement si on veut être plus inclusif dans nos données par rapport aux capacités, à la géographie, etc. Et avoir donc une perspective vraiment qui tient compte de toutes ces facettes d'une population. Un fait saillant intéressant, qu'est-ce que ça veut dire d'exploiter une posture mentale d'innovation par rapport aux données? Un répondant nous a dit que les crises ont un potentiel énorme et que la nécessité est la mère de l'invention. Et voilà, ça peut aller d'une manière ou d'une autre. On doit avoir donc vraiment des fonds pour appliquer des stratégies innovantes par rapport à ce type de programme. Un autre fait, je pense que vous voudrez certainement en discuter, repenser nos mesures de performance et nos modèles et faire plus avec moins. Donc, cette idée, comme on l'a dit auparavant, de collecter les données dans ce contexte, beaucoup de répondants nous ont demandé est-ce qu'on peut commencer à interroger plus ou se poser plus de questions par rapport à qu'est-ce que la rigueur, qu'est-ce qui est assez bon et quand est-ce qu'on a besoin d'une approche ultra strictement scientifique. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà forer les données qu'on a déjà et vraiment l'exploiter à son plein potentiel? Et comment changer nos modèles de mesure pour refléter cet aspect-là? Et quelques derniers points, de nouveau, le numérique, bien sûr. La littératie numérique, on doit continuer à investir là-dedans. On parle aussi de modélisation, gestion des réseaux sociaux, analyse féministe, partage de données, toutes ces questions liées à la technologie et les besoins en matière d'outils et de formation. On a parlé aussi de narratif intentionnel, donc comment communiquer ce qu'on fait et vraiment comment utiliser les données quantitatives. Comment s'assurer que les données qualitatives ne sont pas que quelque chose de joli, mais comment est-ce que ça alimente vraiment ce qu'on fait d'une manière qui a du sens? Comment on mobilise les données pour les transformer en action et comment aussi se poser des questions comme pourquoi est-ce qu'on veut agréger certaines choses dans certains contextes et l'agrégation peut être un but. Ensuite, bien sûr, le principe de ne pas nuire. Ça a rapport donc à l'éthique par rapport aux données
Il y a beaucoup de besoins pour de la formation et des protocoles par rapport au consentement numérique, par exemple, l'interaction avec la communauté, l'éthique de recherche, la confidentialité des données, beaucoup d'autres choses, d'autres questions éthiques à explorer. Alors, je sais qu'on a couvert beaucoup, mais voilà, c'était un récapitulatif de notre rapport. Le rapport sera publié vendredi. On vous invite à l'aller voir. Nous avons recensé des douzaines de ressources que les organisations ont partagées avec nous. Et nous allons aussi partager avec vous notre échéancier. Et voilà, je veux enfin remercier les organisations qui ont contribué à ce rapport. Vous avez la liste complète à l'écran. Voilà, alors je vais donc passer à mes collègues afin qu'ils puissent nous partager leurs pensées. On va commencer avec Tees Burma, professeur sur la santé des populations à l'Université des Manitoba, directeur du programme Countdown to 2030. Il est aussi directeur du département de l'information et de la recherche à l'OMS. Beaucoup d'expérience avec les programmes mondiaux, pardon. Alors, Tees, à vous. Merci, Jessica, et félicitations à la CANSFE pour ce sondage que vous avez su compléter dans cette période avec plus de 50% dans votre taux de réponse. Alors vraiment, je vous félicite là-dessus. J'aimerais m'attarder à deux éléments. L'une, c'est les leçons tirées et les défis, pardon, par rapport aux données. Alors, premièrement, je pense qu'on oublie rapidement, et j'étais heureux de voir dans le rapport qu'on veut se concentrer sur comment on a géré les flambées d'Ebola, Zika, etc. Mais j'aimerais vous ramener à 2014-2015 au Sierra Leone, Libéria, en Guinée. Il y a eu une éclosion d'Ebola. Des milliers de personnes sont mortes. Et dans ces trois pays. Et avec la COVID-19 au Canada, on est à un chiffre plus bas, en fait. On parle de 11 000 là-bas versus 8 000 avec la COVID-19. Et bien sûr, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux éclosions. Par exemple, les fournitures, les approvisionnements, l'absence des professionnels de la santé, du travail, aussi la crainte d'utiliser certains services, on l'a vu au Canada et partout dans le monde, aussi la réaffectation de ressources pour l'intervention par rapport à la pandémie et dans nos propres programmes. Ça a été mentionné aussi dans le rapport. En général, aussi les ressources affectées à la santé. On veut s'attarder bien sûr aux déterminants de la santé, problèmes nutritionnels, pauvreté, etc. Et dernier point, plus de risques de comportements indésirables, par exemple l'automutilation, la violence, etc. Tout ça a été observé lors de l'éclosion de l'Ebola. Et ces trois pays africains mentionnés ont été très affectés par justement l'éclosion d'Ebola il y a quelques années, mais ils avaient déjà des problèmes dans les années auparavant. Et maintenant, en 2018, ou plutôt ils performaient très bien, c'est-à-dire auparavant, et de nouveau, ils performent bien sur ces indicateurs aujourd'hui. Donc, il y a un rétablissement qui se fait après quelques années. Vous avez parlé beaucoup des données
Et la question est comment est-ce que les problèmes ont été exacerbés par la COVID-19 et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, tout d'abord, données sur la santé qui sont limitées, des lacunes. Nous n'avons pas assez de données locales, ce genre de problème. C'est vrai et il est peu possible que nous allons régler ces problèmes d'écart à cause de problèmes d'infrastructure. Mais je crois qu'il y a beaucoup dans les sondages nationaux et ce genre de données qui a été collecté peut être utile. Nos programmes, nous avons de la difficulté à documenter les choses. Les sondages locaux et nationaux ont arrêté. Et où il y a une collecte de données dans les centres qui se font et je ne suis pas encore très inquiet, mais en particulier en Afrique, il y aura des répercussions importantes certainement. Mais ce type de renseignement est tout à fait important. Ensuite, les déficits de capacité technologique ont été mentionnés. Oui, il est critique de développer nos capacités en la matière et on se concentre beaucoup à renforcer les capacités numériques justement dans notre programme, mais ça s'applique à tous les paliers et ces écarts sont, disons, plus exposés maintenant. Et dans mon interaction avec les pays, les gens veulent s'approprier certains de ces problèmes. Alors peut-être qu'on peut avoir une influence positive et les soutenir par nos moyens numériques. Il y a plein d'outils qui existent desquels ils peuvent profiter. Troisième point, les écarts par rapport aux données et à l'âge, au sexe. C'est très difficile à mesurer. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il en est. Et je pense que nos réseaux sont essentiels pour générer ces résultats. Qui est le plus vulnérable à ces répercussions directes et indirectes de la COVID-19? Et de récolter les histoires locales et individuelles et d'en extrapoler des problèmes à plus grande échelle. Je pense que ça sera très utile. Quatrièmement, une résistance au partage des données. Bien sûr, la COVID-19 n'aide pas. Il y a beaucoup de méfiance. Certains pays ne rapportent rien du tout. Personne ne fait confiance aux données des autres. Et effectivement, nous sommes en posture difficile ici. Et par rapport au type de données qu'on aimerait avoir, je pense que ce serait surtout les données des centres hospitaliers, à tous ces gens qui ont des syndromes respiratoires en particulier, par exemple. J'aimerais savoir aussi, bien sûr, les taux de modalité, pas seulement pour la COVID-19, mais dans tous les cas. Mais effectivement, c'est une difficulté. En dernier, l'intérêt et le financement limité par rapport aux données. Oui, les investissements de masse pour la réponse à la COVID-19, effectivement, ont des répercussions négatives sur ces types de programmes. Et oui, il y aura des difficultés parce que toute collecte de données a cessé et nous devrons alors faire un rattrapage plus tard. Alors, moi, je souhaite qu'on fasse justement du rattrapage. Certains pays font encore un peu de travail de collecte de données et qu'on se concentre sur les enjeux émergents, mais sans laisser de côté les enjeux déjà existants. Alors pour conclure, je pense que c'est un effort superbe qui a été fait et avec les ONG, les différentes associations, on veut vraiment effectivement utiliser les données plus intelligemment, les exploiter mieux. Et oui, bien sûr, ça c'est lié au sondage, point de départ, mi-parcours, point final. Comment est-ce qu'on peut utiliser les renseignements
au mieux pour nos programmes et pour les pays et pour les interventions nationales. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de me donner cette occasion. Merci, Tease. Je vais inviter à présent la docteure Jen Brenner, pédiatre et professeure à l'Université de Calgary. Elle est aussi euh, directrice d'initiative Mamanamoto en Tanzanie et elle fait partie du groupe de travail sur les métriques à la CANSFE. Allez-y. Merci Jessica et merci particulièrement pour ce rapport. J'ai apprécié beaucoup des constats que vous avez retirés. Je pense que ça montre la force, la résilience des organisations canadiennes, sachant qu'il y a eu beaucoup de dévouement, de souplesse dans ces circonstances ardues. Alors j'espère que tout le monde va prendre le temps vraiment de lire le rapport. Je vais mentionner quelques détails du rapport et ensuite euh, faire un appel à l'action qui reflète non seulement le rapport, mais ce que j'ai vu au Canada. Alors, un commentaire, je crois que c'est important. Bien sûr, tout cela est une tragédie, cette pandémie, mais je crois qu'il y a vraiment des aspects positifs et on doit être opportuniste. Alors, pour faire écho à quelques-uns des points qui ont été relevés, je crois que la COVID-19 a soulevé l'importance d'avoir des systèmes de santé résilients et bien sûr les données font partie de cette question-là, particulièrement avec les données pour lesquelles on veut avoir un système cohérent, donc pas seulement des petits groupes qui font leurs propres affaires, mais d'avoir quelque chose sur le plan du plan communautaire jusqu'au plan mondial. Alors, à mesure qu'on fait le renforcement de capacité, on veut avoir cette pensée d'unification et de s'attarder à chaque écart. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le rapport et je l'ai observé au Canada également. Donc, l'investissement dans cette sphère est essentiel. Je crois aussi que d'avoir des systèmes de données qui dépendent des capacités locales et qui sont adaptatives, ça a été vraiment prédominant dans le rapport. Et je crois que la capacité locale a vraiment émergé du rapport et beaucoup de nos partenaires s'approprient la gestion de leurs données d'une manière sans précédent. Et vraiment, je crois qu'il y a un renforcement dans la gestion des systèmes de données. J'ai vu en Afrique de l'Est des initiatives où il y a des collègues qui étaient beaucoup mieux préparés à faire de la surveillance, du traçage à cause de leurs expériences avec l'éclosion d'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Ils ont déjà des réseaux, des partenaires, des professionnels de la santé sur lesquels ils peuvent compter et ils peuvent adapter leur système. C'est vraiment très bien. Évidemment, on doit se penser sur la santé reproductive, et sexuelle, ainsi que la santé maternelle et infantile. Bien sûr, il y a des répercussions pour nous en tant que personnes qui peuvent rapporter des histoires, à la fois les histoires de réussite et les histoires d'obstacles à cause du confinement, de la stigmatisation, de la réaffectation de ressources. Et je crois qu'on doit vraiment apporter cela aux décideurs puisqu'on s'attend effectivement à une deuxième vague et à d'autres maladies infectieuses dans le futur. Et on veut vraiment mettre de l'avant ces défis et ces occasions à saisir. Et dernier point, par rapport aux plateformes numériques, je crois que la COVID-19 nous a forcés, à cause des déplacements restreints, etc., de penser à différentes manières de tenir nos activités. Et maintenant, on se demande non seulement comment collecter les données, mais aussi comment disséminer ces données par la suite, même dans les communautés très isolées. Et même au Canada, avec
tous nos réseaux, on a pu vraiment capitaliser sur certaines plateformes et sur les médias sociaux, par exemple, pour disséminer nos données. Et ça, c'est très positif. L'une des occasions vraiment que je vois émerger avec la COVID-19, je vais vous en parler, c'est vraiment une fenêtre qu'on voit à la CAN-SFE, c'est cette nouvelle littératie en matière de données qui a été générée partout dans le monde, je crois, que parce que les gens parlent de la COVID-19 et à tous les niveaux et dans tous les pays, franchement, les gens parlent de données. Les gens qui sont des décideurs, qui sont des politiciens, et même le public, le grand public, parle de concepts par rapport à la santé publique et à la santé d'une manière sans précédent. Et on a beaucoup essayé de gagner l'intérêt du grand public par rapport à justement comment ça fonctionne des éclosions et la transmission de maladies et tout ça. Et peut-être que les gens à ce stade-ci ne connaissent pas tous les termes qu'on utilise, mais ils s'y intéressent. Les euh, équités ou les inégalités en santé et tout ça. Et je pense qu'à ce point-ci, on peut mieux défendre l'investissement dans les données en santé. C'est une fenêtre, une occasion à saisir par rapport à cela. En- Tout à l'heure, on a parlé vraiment d'un moment à saisir euh, par rapport à la santé publique. Pourquoi la santé publique est-elle importante mondialement, etc. Alors, voilà, toute cette histoire de littératie sur les données, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme fondement. Parce que on voit sur les médias sociaux, dans les journaux, on les voit les métriques en santé, que ce soit le nombre de cas ou des commentaires sur le taux de mortalité. Les décideurs, les politiciens nous parlent de taux d'hospitalisation et parfois même des données ventilées par ethnie ou par sexe, etc. Euh, nos enfants aussi à l'école parle d'aplatir la courbe et ce genre de choses, et les équipements de protection personnelle, etc. Et ce type de conversation, on ne les avait pas il y a quelques mois à peine. Alors, je pense que de la même manière, ce concept de santé mondiale attirait très peu les regards, en particulier au Canada, parce qu'on ne comprenait pas comment la santé mondiale et les événements mondiaux ont un impact sur nous, même vraiment par rapport à la santé publique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris énormément dans les derniers mois. Alors, comme je le disais, il s'agit là d'occasions à ne pas laisser passer. Et je crois qu'il y a un certain momentum aussi par rapport à l'équité. Les gens comprennent que nous sommes interconnectés. Et les gens parlent de grappes ou de zones chaudes. Et voilà, nos politiciens, nos décideurs en parlent. On parle par exemple, de la population itinérante ou les gens en prison, ou les gens atteints de maladies chroniques, avec leurs différents niveaux de vulnérabilité et comment les appuyer eux, parce que bien sûr, on s'attarde maintenant à ça. Alors c'est un bon moment avec tous ces thèmes et ensuite on peut prendre ces thèmes et les extrapoler d'une manière plus mondiale et défendre et promouvoir l'investissement en santé mondiale et surtout parmi les populations vulnérables et bien sûr par rapport aux données également. Merci, Jen. Je crois que c'est effectivement un superbe appel à l'action ici. L'une des choses qu'on souhaite faire, comme je l'ai dit déjà, on veut savoir, OK, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour une organisation comme la CAN-SFE? Quels sont nos objectifs et comment appuyer nos membres dans ces différentes facettes? Et je vais vous montrer, vous, en principe, vous le voyez
à l'écran, il y a deux questions. L'une est en anglais, l'autre est en français. Vous devez faire défiler un petit peu pour voir la version française, mais nous aimerions avoir vos réactions par rapport à ces facettes. Lequel de ces thèmes vous intéresse le plus? Par exemple, la littératie numérique, les mouvements dirigés par la communauté, etc. Il y a plusieurs thèmes et vous pouvez nous dire lesquels de ces thèmes vous intéressent le plus. Et s'il y a un thème qui ne fait pas partie de la liste, s'il vous plaît, mentionnez-le dans la fenêtre de clavardage. Et nous allons collecter ces renseignements-là. J'aimerais terminer en parlant des prochaines étapes. Il y a trois choses qu'on va vous demander de faire en plus de répondre au sondage, et c'est ce que vous faites en ce moment. Nous aimerions donc vendredi, le 19 juin, nous allons publier notre rapport. Vous allez recevoir un courriel avec les liens par rapport à l'échéancier que nous avons bâti et le rapport, s'il vous plaît, lisez-le, premièrement, et deuxièmement, partagez-le, transmettez-le à vos collègues. Et on veut également s'assurer qu'on maintienne les ressources à jour et vous pouvez nous envoyer vos données, vos ressources. Je vais vous donner l'adresse pour la faire. Donc, c'est canwash.ca /add my data ou l'équivalent en français, vous l'avez à l'écran. Et à ce moment-là, on va s'assurer donc que ce soit un document de travail qui soit maintenu à jour. En conclusion, si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous pouvez nous joindre à la à l'adresse courriel à l'écran, donc matrix@canwash.ca. Alors, on va vraiment enrichir notre collection avec vos données, vos ressources et évidemment collecter votre rétroaction. Et voilà, nous avons déjà terminé, c'est-à-dire que l'heure est achevée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et de nous écouter, d'écouter ce qu'on a à dire sur ce rapport. Je suis reconnaissante pour nos partenaires, euh, aussi à Tease et Jen pour leurs commentaires. Et voilà, de nouveau, merci à nos participants. Nous allons laisser la diapo à l'écran et vous pouvez poser vos questions pour quelques minutes encore. Et voilà, j'ai hâte de vous lire dans les prochains jours. Prenez bien soin de vous et voilà. Bonne fin de journée.